Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Des imams radicaux expulsés, des militants du groupuscule Forsan Al-Idza bientôt mis en examen. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre l'islam radical mais réfute toute idée de mise en scène politique. Pendant ce temps, le Sénat débute ses auditions sur les lois antiterroristes en l'absence des chefs du renseignement français et des auditions également boudées par les sénateurs centristes et l'UMP. À moins de 20 jours de la présidentielle, les candidats haussent le ton. François Bayrou endosse son costume de monsieur propre de la politique et réclame haut et fort une moralisation de la vie publique. François Hollande muscle ses meetings et ne cache pas son intention de viser frontalement Nicolas Sarkozy, qui lui-même est bien décidé à prendre la main cette semaine en présentant son programme chiffré. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, savoure sa 3e place confirmée dans certains sondages. Et qu'en est-il pour Nicolas Dupont-Aignan? Nous lui poserons la question tout à l'heure. Il est notre invité politique. Enfin, le trafic aérien reviendra à la normale dans le ciel français d'ici demain matin, à l'issue de 2 jours de grève des membres du contrôle de la navigation. Tout cela a entraîné d'importantes perturbations, notamment à l'aéroport d'Orly. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et nous débutons ce journal par la situation qui se complique au Mali. C'est bien une alliance très hétéroclite entre des Touaregs et Al-Qaïda au Maghreb qui semble se dessiner sur place pour s'emparer du Mali. De nombreux pays s'en inquiètent, en tête la France, qui compte mobiliser, comme le dit Alain Juppé, contre le péril islamiste dans la région du Sahel au Conseil de sécurité de l'ONU. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Depuis la chute de Tombouctou, c'est un Mali coupé en deux qui attend dans la fébrilité la suite des événements. Le nord est aux mains des rebelles Touaregs et plus préoccupant, de mouvements proches d'Al-Qaïda qui semblent prendre le dessus et vouloir imposer la charia dans le pays. Ces factions islamistes viennent en grande partie de Libye, où ils étaient auparavant à la solde du colonel Kadhafi. La chute de son régime a précipité leur migration avec un arsenal militaire conséquent. Face à eux, l'armée malienne est en déroute depuis le coup d'État du colonel Sanogo il y a 10 jours. À Bamako, on espère que l'avancée de ces groupes armés n'atteindra pas la capitale rapidement. L'embargo décidé par les autres États d'Afrique de l'Ouest inquiète également la population qui, par crainte de pénurie, commence à amasser essence et provisions. Le Haut Commissariat aux réfugiés lance également un cri d'alarme. Il y a selon lui déjà 200 000 réfugiés maliens poussés sur les routes par les combats. Et puis cette question, ce soir, faut-il renforcer la législation antiterroriste en France? Cette question d'ailleurs est au cœur des auditions qui ont débuté ce matin au Sénat. La Commission pour le contrôle de l'application des lois a ainsi entendu des spécialistes du terrorisme. Mais vous allez le voir, quelques chaises et non des moindres sont restées vides. Joachim Robb. Je clôt la liste. Je clôt la liste. Allez-y. Il doit le fait qu'il y avait un manque de coordination, par exemple. Ils en jouent et ils passent à côté. Donc notre législation ne marche pas. Mais en coulisses, la polémique se poursuit. Les sénateurs centristes et UMP ont refusé de siéger à cette commission pour le contrôle de l'application des lois. Lorsqu'évidemment, on voit que vous voulez cibler des auditions sur l'affaire de Toulouse et Montauban à 15 jours des élections, et alors qu'une enquête par définition judiciaire, policière, est en cours, ça pose problème. Notre commission n'est pas une commission permanente et ce n'est pas tout à fait notre rôle de justement auditionner en pleine affaire de Toulouse des responsables. Des responsables que David Assouline n'a pourtant pas renoncé à entendre au nom du contrôle démocratique. On trouve normal que des directeurs de services de renseignement s'expriment dans la presse, comme ça a été fait 2 jours après les faits, et pas devant le Sénat. Ces chefs du renseignement seront d'ailleurs interrogés demain par la délégation parlementaire au renseignement, composée de 4 députés et de 4 sénateurs. Soumise au secret défense, elle tiendra exceptionnellement une conférence de presse demain matin. Plusieurs des islamistes radicaux arrêtés il y a quelques jours seront mis en examen. Ils sont 13 à être interrogés ce soir par les juges antiterroristes. Il est question d'achat d'armes, d'entraînement et même de projets d'enlèvement. Nathalie Guilloire. Le groupe est accusé d'avoir préparé l'enlèvement d'un juge d'instruction de confession juive. Ce magistrat avait déjà eu affaire à la cellule lyonnaise de l'organisation mise en cause, les Cavaliers de la Fierté.
Vous avez une enquête préliminaire qui est lancée à la fin du mois d'octobre 2011, donc 4 mois avant l'affaire Mera, sur la base de renseignements qui préexistent et qui résultent du travail du service de renseignement, pour éviter, on peut penser effectivement à un passage à l'acte imminent, et dans la mesure où il y a suffisamment d'éléments de procédure pour interpeller. Plus tard dans la journée, le procureur revenait en partie sur ces affirmations. Selon lui, l'enlèvement se résumerait finalement à un projet intellectuel sans tentative de commencement d'exécution. Leader du mouvement, Mohamed Hachamlan a fait savoir qu'il contestait fermement tout projet terroriste. Selon lui, le parquet ne disposerait d'aucun élément. L'organisation dénonce une opération électorale et assure avoir prédit dès 2011 ces arrestations, des affirmations dont il est impossible de vérifier l'authenticité. Demander plus aux collectivités locales, c'est le vœu de Nicolas Sarkozy. Le président candidat souhaite en effet étendre aux grosses collectivités territoriales le principe du non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 appliqué à la fonction publique. Et réplique ce soir de François Hollande qui dénonce le risque de perte de solidarité et d'effacement des services publics. Bérengère Danglas. Après l'État, c'est au tour des collectivités territoriales de se serrer la ceinture. C'est en tout cas ce que propose Nicolas Sarkozy dans une interview parue ce matin sur le site internet Acteurs Publics. Le président candidat propose en effet d'appliquer aux grosses collectivités territoriales, sans préciser lesquelles, le principe de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, déjà appliqué à la fonction publique. Il a souligné que les collectivités territoriales ont créé 100 000 postes depuis 2007, alors même que l'État de son côté en supprimait 160 000. Le candidat UMP a même proposé de moduler les dotations perçues par ces collectivités en fonction de leur attitude budgétaire en matière d'économie. Une proposition à laquelle le candidat socialiste a immédiatement réagi. François Hollande dénonce une perte de solidarité et craint un effacement des services publics. La suite du 22h avec nos invités ce soir. Invité politique, il est candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Interview à suivre ensemble dans un instant. Éric Bonnet est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir. Directeur d'études à BVA Opinion et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonjour Sonia. Alors Éric Bonnet, à moins de 20 jours du premier tour, nous allons analyser ensemble les courbes des intentions de vote. Je précise aux téléspectateurs que vous avez réalisé une étude assez particulière puisqu'elle combine 3 enquêtes avec un échantillon très important, je crois de l'ordre de 3000 personnes. Quel est déjà le premier renseignement pour le premier tour? Alors, ce qu'on voit au premier tour, il y a 3 grands enseignements. Premier enseignement, on voit que Hollande continue de baisser. Il a perdu 5 points en un mois, au profit essentiellement de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a augmenté de 6 points. Et ce, alors que Nicolas Sarkozy, lui, a progressé de 2, 3, 4 points depuis son annonce de campagne, essentiellement au détriment de François Bayrou et de Marine Le Pen. Et donc, au final, on a aujourd'hui François Hollande et Nicolas Sarkozy qui sont au coude à peu près à 28%, alors qu'il y a quelques semaines, on se souvient que c'était François Hollande qui dominait nettement le premier tour. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, on voit que les 3 autres candidats, Bayrou, Mélenchon, Le Pen, sont également au coude à coude entre 10 et 15 pour avoir la 3e place, avec une Marine Le Pen qui oscille entre 11 et 13%, 11, 13, 14% selon les événements. Jean-Luc Mélenchon qui progresse très fortement de 6 points en quelques semaines et François Bayrou qui lui baisse nettement passant de 13 à 10, 11% aujourd'hui. Est-ce qu'au premier tour, la dynamique est du côté du président candidat ? Alors au premier tour, on voit effectivement qu'il progresse au détriment, essentiellement, je vous disais, de François Bayrou, alors que M. Hollande, lui, baisse au profit de Jean-Luc Mélenchon. Mais on voit qu'au second tour, ça n'empêche pas M. Hollande de rester très très en tête. Nicolas Dupont-Aignan, sur ce premier tour, on se souvient que Nicolas Sarkozy est parti de très très loin, de très très bas, pour refaire finalement son retard. Est-ce que vous estimez qu'il fait une bonne campagne au sens où elle est efficace ? Non, je ne crois pas. Je regarde ça avec beaucoup de méfiance. Je pense que beaucoup de Français n'ont pas fait leur choix. Je pense que le pays est lassé de cette bipolarisation imposée. Et je crois que nous aurons beaucoup de surprises. Imposées par l'ensemble du système qui profite à mort de cette bipolarisation. Ce petit milieu qui a nié le référendum de 2005, qui veut imposer une politique. Vous savez, ce sont les petits chevaux. 2 petits chevaux qui sont soumis à des autorités. Partie de l'écurie, excusez-moi du terme. Des autorités, mais justement, je suis candidat parce que je refuse ce système qui va mener la France à d'énormes difficultés économiques et sociales. Et je crois que les Français sont lassés de cela. En tout cas, j'en rencontre tous les jours et ils me disent tous la même chose. On veut nous imposer un second tour. On veut nous imposer Sarkozy-Hollande. Et d'ailleurs, je remarque, c'est intéressant, que dans les motivations des sondages sur les 2 fameux,
les 2 tiers à chaque fois des intentions de vote sont pour éviter l'autre. Ça veut bien dire que c'est une espèce de construction spéculative qui n'a aucun sens. Eh bien moi je dis aux Français, c'est au premier tour de scrutin que vous pourrez peser. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que il y a un risque réel d'abstention. Et je souhaite qu'il y ait un débat sur les propositions de fond. Alors si on pouvait parler du fond, ça serait beaucoup plus intéressant que ça. On va en parler. Éric Bonnet, justement, puisque vous parlez de cette abstention. Éric Bonnet, on lit qu'il va y avoir un fort taux d'abstention. Est-ce qu'il est réel dans votre enquête ? Alors ça, c'est très compliqué pour le coup des sondages, de mesurer le taux d'abstention, de prévoir le taux d'abstention. Il faut savoir que souvent, il y a un lien entre l'intérêt pour la campagne et la participation. En 2007, il y avait 75% de gens qui s'intéressaient à la campagne. Cette année, il y en a 70%, donc c'est un petit peu moins nombreux. Mais en 2002, il n'y en avait que 44% qui s'intéressaient à la campagne. Donc imaginez que l'abstention sera plus forte qu'en 2002, donc plus forte que 28%, ça me paraît quand même assez peu probable. Aujourd'hui, la campagne intéresse moins qu'en 2007, mais elle intéresse beaucoup plus qu'en 2002, où on avait affaire à 2 candidats qui étaient 2 sortants. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de différence entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, les choses sont quand même très différentes, et pour les Français, l'enjeu est moins fort qu'en 2007, mais plus fort qu'en 2002. Nicolas Dupont-Aignan, il y a des moyens de lutter contre cette abstention. Bien sûr, faire une bonne campagne, mais certains pensent qu'il faudrait peut-être rendre le vote obligatoire. Dans une démocratie, on a des droits et des devoirs. Est-ce que ça pourrait être l'un de nos devoirs ? Moi, je suis favorable au vote blanc et au vote obligatoire. C'est dans mes propositions. Mais encore une fois, pour qu'il y ait un intérêt, il faut que le pouvoir politique serve à quelque chose. Si vous lisez des candidats qui obéissent à d'autres puissances, c'est le cas de la France, qui est soumise à des marchés financiers à Bruxelles, et où on nous prépare une cure d'austérité majeure, quels que soient les deux, qui va nous conduire au scénario espagnol, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'intérêt. L'intérêt, c'est pourquoi je réclame un débat, et pourquoi enfin je vais avoir satisfaction, l'intérêt c'est de confronter les idées, et c'est de parler du fond. Donc ça fait 5 minutes que je suis là, on n'a pas parlé une fois encore du fond. Allons-y, puisque vous parlez de ce débat auquel vous allez assister sur une chaîne publique avec les 10 autres candidats, Nicolas Dupont-Aignan. Parce qu'on ne peut pas se plaindre tout le temps d'abstention et ne parler que des commentaires. Eh ben, je vous pose une question de fond. Quel est ce thème principal qui intéresse les Français ? Quel est-il dans votre programme ? Le chômage, la vie chère, la difficulté de se loger. Je lisais dans mon courrier ce soir un mail d'une jeune femme de 20 ans qui me disait « Je ne peux plus aller au cinéma, c'est trop cher pour moi. Je vis de rien. J'ai 800 € par mois. J'ai pas pu finir mes études parce que mes parents sont au chômage. » Que lui avez-vous répondu ? Mais attendez, la suite, ce qu'elle disait. Vous savez ce qu'elle disait ? Elle disait on est gouverné par des guignols qui prennent leurs ordres justement sur les marchés financiers, qui ne nous représentent plus. Et elle m'écrivait parce qu'elle était intéressée par mon programme de protectionnisme intelligent, par la sortie de l'euro, par l'aide aux PME, par la création de richesses dans notre pays, sur notre sol. Des guignols, je vois que vous êtes toujours mesuré dans vos propos. Je ne suis pas mesuré, c'était le terme de quelqu'un. Et les gens le pensent, madame. Alors il faudrait peut-être un moment arrêter de croire que les Français sont contents. Ils voient bien le pays partir. Ils voient bien les emplois partir. Ils voient bien la vie devenir impossible. Et qu'est-ce qu'on a ? La viande halal, Nicolas Dupont-Aignan, on le connaît ce constat. On le connaît ce constat. Vous le dressez souvent dans les médias. Mais oui, mais maintenant il faut parler du fond. Moi je propose des mesures, un vrai protectionnisme. Monsieur Montebourg en a parlé pendant la primaire, j'en ai parlé. Toutes les entreprises ferment les unes après les autres. Vous croyez que c'est propre ? Vous croyez qu'on va continuer comme ça ? Je propose par exemple que, j'ai fait des propositions que les achats publics soient prioritairement français. J'ai proposé une étiquette où la répartition de la valeur ajoutée est là pour que les consommateurs puissent devenir citoyens. J'ai proposé de mettre sur le marché 500 000 logements, les logements vides, en garantissant les loyers pour les petits propriétaires qui n'osent plus. Et vous avez chiffré tout cela ? Oui, bien sûr, c'est sur mon site internet. Vous pouvez nous le dire ce soir peut-être pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Et j'économise 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros sur les paiements d'intérêt, grâce au financement par la Banque de France à 0% de nos emprunts. Et ces 20 milliards par an à partir de 2016-2017, je les redistribue en baisse d'impôts sur les sociétés pour nos entreprises et en remplacement des fonctionnaires pour préparer l'avenir. Ça, c'est concret. Jean-Louis Gombault, peut-être une question justement sur le programme économique chiffré. Chiffré que M. Dupont-Aignan nous propose un programme révolutionnaire. Si. Très simple, création de richesse en France. Je propose que les marchés publics soient réservés aux PME françaises. Oui, à qualité de Ça veut dire que vous remettez en cause la notion même de marché commun. C'est la base même. Je propose un protectionnisme. Vous ne dites pas si c'est européen ou français. Européen. Européen. Mais évidemment, l'Allemagne n'en voudra jamais. Donc, eh bien, nous le ferons nous-mêmes. Donc vous proposez un protectionnisme français. Sur certains points, oui. Donc ce qui veut dire que vous sortez en réalité du traité. Clair, oui. Donc non seulement vous sortez de l'euro, mais vous sortez de tout.
Et c'est en ce sens que je dis que c'est un programme révolutionnaire. D'ailleurs, ce qui n'est pas une critique, mais qui est un Je vais vous dire. Vous reprenez le mot révolutionnaire à votre compte? Non, parce que c'est un programme qui n'a rien de révolutionnaire dans la mesure où il se fait dans tous les pays du monde, qui marche. La mondialisation est un combat. Les pays qui réussissent sont des pays qui se défendent tout en investissant sur les technologies d'avenir et la science. Regardez l'Argentine, le Brésil, la Corée, la Malaisie, même la Suède, le Danemark, l'Allemagne. On dit l'Allemagne réussit, elle est très protectionniste. Volkswagen, j'ai découvert ça récemment, je ne savais pas, est détenu à 20% par la Basse-Saxe. Et les actionnaires privés n'ont pas le droit d'avoir plus de 20% des voix. Volkswagen a une stratégie, premier constructeur européen, une stratégie protectionniste. Tant que les Français ne comprendront pas qu'il faut se défendre, qu'il faut investir, qu'il faut préparer l'avenir et ne pas rentrer dans la spirale de la récession cumulative. Fermons les portes et les fenêtres Non, pour madame, mieux rester non, chez nous, enfermés. Excusez-moi. Regardez les pays qui réussissent. Ils se protègent. Quand les États-Unis ont voulu importer des avions Airbus, ils ont dit quoi Airbus? Nous importons des avions Airbus, voilà. Mais c'est la proposition. Mais Nicolas Dupont-Aignan, 2 usines Airbus aux États-Unis. C'est que vous reprenez aussi, Nicolas Sarkozy reprend à son compte la même proposition que vous par rapport au marché européen, oui, mais Jean-Louis. il ne le met pas en place. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est absolument brillant pendant les campagnes électorales. Est-ce que et je me réjouis qu'il prenne... Non, c'est pas l'anti-sarkozysme, madame. C'est l'honnêteté intellectuelle. Si les Français ne croient plus à la politique, c'est parce qu'on leur a beaucoup menti. Et moi, je ne veux pas que demain, il y ait un président de la République, que ce soit Hollande ou Sarkozy, qui mettent en place une politique qu'ils n'ont pas expliquée avant aux Français. Et mon devoir d'homme politique, c'est de changer la politique aussi. C'est de ne pas courber les chines en permanence. Et c'est de dire aux Français, assumez vos responsabilités, on peut faire autrement. Alors, il y a des choix dans la vie. Et le premier choix, c'est au premier tour. On va continuer à parler de ces choix. Nicolas Dupont-Aignan, je remarque que vous haussez le ton. François Bayrou, candidat centriste également, à moins de 20 jours de la présidentielle. Il endosse son costume de monsieur propre de la politique et envisage, exige même, vous l'avez sans doute entendu, une moralisation de la vie publique. On voit tout cela avec Florence Maurice. Vous êtes donc d'accord? Bien sûr. Il se voyait en 3e homme. Il est 5e dans les sondages. Alors François Bayrou n'a plus d'autre choix. Il passe à l'offensive et renoue avec sa vieille recette, la critique du système. Ce matin, il s'en prend aux médias et exige qu'un débat entre les 10 candidats soit organisé sur le service public. Je rappelle à la télévision publique et à la principale chaîne de la télévision publique qu'elle a organisé 2 débats de plus de 2 heures pour les primaires du PS. La vérité, c'est qu'il y a une entente clandestine entre François Hollande et Nicolas Sarkozy pour ne pas débattre. Quelques heures plus tard, au siège du MoDem, revoilà François Bayrou en monsieur propre de la vie politique, avec son grand projet de référendum pour une moralisation des institutions, un thème phare de sa campagne, pas assez relayé par la presse à son goût. Je mets sous les yeux des Français un texte qui est un texte qui leur permet, en quelques semaines, de traiter et de trancher l'ensemble des questions qui polluent la vie politique française depuis des années. Demain, direction Rouen pour un grand meeting de campagne. Objectif, rassembler un électorat extrêmement dispersé et surtout ne pas passer en dessous des 10% dans les sondages pour espérer peser au second tour. Éric Bonnet, à 19 jours du premier tour, François Bayrou hausse le ton. François Hollande ne cache pas que sa cible prochaine, elle l'a déjà été, c'est Nicolas Sarkozy. Il a dit à certains journalistes dans le quotidien Le Monde hier, on va taper dessus. Est-ce que le sprint final sera violent, brutal? En tout cas, le rythme sera soutenu? C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il laisse Jean-Luc Mélenchon au centre du jeu, donc il faut qu'il revienne dans le cœur de l'actualité. Et donc la meilleure solution pour lui, c'est de réattaquer durement Nicolas Sarkozy pour que le débat redevienne Sarkozy-Hollande, pour que tous les gens de gauche fassent bloc derrière et que la bipolarisation que dénonce depuis tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan se réinstalle. Sont un petit peu divergents. Oui. Nicolas Dupont-Aignan, il y a des temps, il y a des tempos dans cette campagne. Vous faites campagne depuis un certain temps. Est-ce qu'à moins de 20 jours du premier tour, vous allez changer de rythme? Il y a une inflexion dans votre... Il n'y a pas d'inflexion. Je fais campagne sur le terrain, département après département, avec la PQR, avec les associations, avec les militants. J'exprime mon projet que je décline par thème. Ce matin, j'étais dans le RER pour parler transport public, en Ile-de-France, mais aussi dans l'ensemble du pays. Demain, je parlerai délocalisation et reconversion industrielle en Champagne-Ardenne et en Lorraine avec un meeting à Amneville. Après-demain, un autre sujet d'ailleurs, est-ce que c'est pas une campagne du zapping? Un jour on parle d'un sujet, d'un autre, un jour on s'indigne, le lendemain on oublie. D'ailleurs vous étiez indigné, je me souviens, du bonus de Maurice Lévy, et puis on oublie le lendemain. Bien sûr, voilà, mais c'est fait, rien n'a changé.
Écoutez, vous savez, la politique, c'est de l'investissement. Moi, je prends l'expression souvent de la tisane. Vous faites infuser. Ça se voit pas tout de suite, vous savez, et monsieur pourrait confirmer, je pense. Mélenchon, ça fait longtemps qu'il a commencé. Au début, ça prenait pas, et puis à un moment, ça prend. Vous savez, j'étais ce matin dans les RER, et le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant « vous êtes différents des autres ». Je leur dis ça, c'est vrai. Vous avez un programme qui nous intéresse. Enfin, on entend parler de vous. Un compliment, vous êtes différent des autres? Oui, bien sûr, je le prends comme un compliment. Vous savez, je suis réélu, je suis le maire le mieux élu de France, d'une ville de 30 000. 3 fois, 80%. Il y a des gens de droite et de gauche qui m'élisent. J'ai été réélu 3 fois député au premier tour. Je pense que j'ai fait mes preuves. J'ai sauvé une ville qui était en faillite. On veut toujours nous faire passer pour... Et pourquoi, malgré tout cela, vous restez à ce niveau alors d'intention de vote? Mais ils sont injustes, les Français, avec vous? Non, pas du tout. Laissez le temps faire son œuvre. Et vous serez très surpris. Vous serez très surpris. Souvenez-vous des régionales où on m'enterrait à 0%. On est passé devant le MoDem et devant Besancenot. Vous savez, ce qui compte dans la vie politique, c'est l'intégrité et c'est la cohérence intellectuelle. Je propose un projet de libération nationale. Et vous verrez, monsieur, que très prochainement, les peuples d'Europe voudront changer l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils détruiront l'Europe. Ils la reconstruiront sur des bases saines. La paix et la prospérité. Et pas sur la récession. Nicolas Dupont-Aignan, justement, parlons de l'Europe avec Jean-Louis Gombault. Nous allons évoquer une information qui est, peut-être l'avez-vous vu, dans le journal allemand Der Spiegel, selon lequel Angela Merkel et François Hollande seraient d'accord pour renégocier le traité européen et y incorporer ce que demande, ce que réclame depuis quelque temps François Hollande, c'est-à-dire un volet croissance. Jean-Louis Gombault, ça veut dire qu'il y a bien des discussions entre Angela Merkel et le camp socialiste. Discussions qui ont été confirmées par M. Ayrault, qui est le conseiller spécial de François Hollande. Il dit qu'il y a des contacts non pas avec Mme Merkel, mais avec l'environnement. Seulement, il ne nous dit pas si c'est le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle ou le quatrième cercle, ce qui est extrêmement important lorsque l'on parle de stratégie. Et effectivement, il se serait mis d'accord avec le énième cercle, donc, sur une adjonction au traité de stabilité comportant un volet croissance, et les Allemands seraient, d'après lui, d'accord. Le problème, c'est que si je lis les propositions de M. Hollande, il ne s'agit pas de ça. Je prends sa 11e proposition, elle est formulée de cette façon. Je renégocierai le traité européen issu de l'accord du 9 décembre 2012 en privilégiant la croissance et l'emploi et en réorientant le rôle de la BCE dans cette direction. Le calendrier de retour à l'équilibre budgétaire devra tenir compte des impératifs de croissance. Nous renégocierons les traités. Donc il ne s'agit pas d'adjonction, d'un appendice au traité dans les propos de François Hollande. Il s'agit bien de renégocier le traité et ce n'est pas à cela visiblement que M. Ayrault est parvenu, pour l'instant en tout cas, avec ce fameux énième cercle autour de Madame Merkel. Peut-être que ça avance, Nicolas Dupont-Aignan, je voyais sourire. Pourquoi? Je souris parce que les socialistes nous ont habitués à ces positions martiales. Je me souviens de Lionel Jospin, et puis ça finit toujours par se coucher devant les intérêts allemands. Vous savez... Il n'y a que vous qui allez faire peur à l'Allemagne? Mais c'est pas faire peur, au contraire. Moi, je ne veux pas changer l'Allemagne. Moi, je ne suis pas comme M. Mélenchon ou M. Hollande. Je ne veux pas imposer le modèle français à l'Allemagne. En revanche, je demande à l'Allemagne de ne pas imposer à un pays qui a une forte croissance démographique comme la France, qui a des intérêts différents, qui a une politique différente, une politique qui nous mènera à une récession cumulative. Je demande qu'on réoriente l'Europe sur des bases saines, c'est-à-dire que chaque nation se gère comme elle l'entend, mais qu'en revanche, on bâtisse les vraies coopérations, celles qui permettront d'être leaders au XXIe siècle. C'est les grands projets d'avenir. Vous avez des contacts au niveau européen pour mener tout cela? Bien sûr, en Espagne, en Grèce, en Allemagne. Je voyais encore une lettre d'un professeur allemand qui me disait « l'euro, ça sera fini bientôt, il faut prévoir la suite ». Oui. Oui. Mais oui, vous êtes étonné? Non, pas du tout, je le constate. Venez voir, vous verrez. Mais je vous crois sur parole. Je vous remercie d'avoir été notre invité politique ce soir, Nicolas Dupont-Aignan. Merci Éric Bonnet, merci Jean-Louis Gombault. La suite du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Perquisition au siège de France Télécom cet après-midi. 3 ans après la vague de suicides dans l'entreprise, 35 au total selon les syndicats et la direction, l'enquête ouverte pour harcèlement moral se poursuit. C'est suite à une plainte de Sud PTT pour dénoncer la politique de réorganisation et de management de l'opérateur que l'instruction a été ouverte en avril 2010. Les syndicats espèrent qu'elle mènera à un procès.
Ses clients le demandaient depuis longtemps, EDF le fait. Dès la rentrée prochaine, les factures d'électricité vont être plus lisibles et plus simples. Parmi les nouveautés, des graphiques colorés. Ils permettront de mieux comprendre l'évolution de sa consommation. L'électricien promet également de nouveaux services en ligne, comme le règlement via smartphone. Retard et annulation dans les aéroports français aujourd'hui, au deuxième jour de grève des contrôleurs aériens, fortement mobilisés contre une réforme pour restructurer les services de province. Au total, 240 vols sur les 675 prévus ont été supprimés, auxquels s'ajoutent 20% d'annulation de dernière minute. Plusieurs aéroports comme Pau et Rouen ont également été fermés. Le trafic devrait revenir à la normale demain. Emery de Montesquiou pourrait ressusciter le nom de D'Artagnan. Le sénateur du Gers a en tout cas fait la demande auprès du gouvernement. Il serait le plus proche descendant du célèbre mousquetaire. À ce titre, il voudrait donc accoler le patronyme du héros gascon à son nom. Le Conseil d'État doit donner son aval. Réponse donc dans 2 mois. Et c'est l'heure de votre rendez-vous route de campagne. Nous sommes toujours ce soir dans le sud-ouest, à Villemur-sur-Tarn, plus précisément, pour aborder la question de l'industrie avec les salariés de l'usine Molex. Des salariés, vous vous en souvenez, du secteur automobile qui avaient été licenciés par leur groupe américain il y a 3 ans. C'est un reportage signé Fabrice Cunet et Sandra Cerquera. Leur combat a commencé dans ce local et il continue. 3 ans après leur licenciement, les anciens salariés de Molex préparent leur procès devant les prud'hommes. Il aura lieu jeudi, en pleine campagne présidentielle. Et de la campagne, ils attendaient plus qu'un défilé de candidats au chevet des usines en crise. On voit bien le gouvernement Sarkozy aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est de sauver une entreprise, une petite, une moyenne, pour essayer d'avoir des voix un mois après. Le problème n'est pas là, le problème c'est une entreprise qui ferme, qui fait des bénéfices, mais il faut qu'il y ait un droit de veto là-dessus. Si elle fait des bénéfices, elle n'a pas le droit de fermer. Sur les 280 salariés licenciés, 140 sont toujours sans emploi. Et pour ceux qui retravaillent, comme Jean-Paul, l'après-Molex rime souvent avec précarité. Il a suivi une formation pour devenir conducteur de bus. 3h30 de travail par jour et une perte de salaire importante. Vu mon âge maintenant, c'est difficile de autre chose parce que les employeurs, on est trop vieux, on n'est plus dans le coup. On en est donc réduit à avoir ce genre de job pour pouvoir continuer à arriver jusqu'à ce qui nous est promis, la retraite. D'autant que dans la région Midi-Pyrénées, le chômage augmente parce que le tissu industriel ne cesse de diminuer. Il n'y a pas grand-chose par rapport à la semaine dernière, mais c'est plutôt normal parce qu'on est à quelques semaines, quelques jours de période d'élection. Cette consultante en ressources humaines vient 3 fois par semaine aider les anciens de Molex encore au chômage. On est dans une région, effectivement, Toulouse, c'est quand même une base où il y a quand même de l'emploi. Au-delà de Toulouse, dès qu'on passe la périphérie des 50-70 km, c'est beaucoup plus sinistré. Voilà. Quelle que soit la décision des prud'hommes jeudi, les Molex se sont bien décidés à aller voter, motivés, disent-ils, par un sentiment de révolte. Et nous sommes en duplex avec notre journaliste Fabrice Cunet depuis donc Villemur-sur-Tarn, c'est à côté de Toulouse. Villemur-sur-Tarn qui est relativement épargné par la crise, notamment grâce au secteur aéronautique. C'est bien cela, Fabrice ? Bonsoir Sonia. Effectivement, c'est tout le paradoxe de cette région Midi-Pyrénées. L'industrie aéronautique se porte bien. Les carnets de commandes affichent complet, en particulier chez Airbus. Derrière cette industrie aéronautique, le secteur bancaire ou le secteur du bâtiment recrute. Rien que pour le secteur de l'aéronautique, c'est 9000 emplois qui sont prévus pour les 2 années à venir. Mais ces chiffres cachent une autre réalité. Une région au tissu économique très fragile. L'augmentation des demandeurs d'emploi entre février 2011 et février 2012 est évaluée à plus 7,6%. Par comparaison, en France, elle est chiffrée à 6%. Alors dans ces conditions, et on l'a vu dans notre sujet avec les ouvriers de Molex, il faudra un peu plus que des visites de candidats en campagne sur des sites menacés pour relancer l'intérêt autour de la campagne. Et l'actualité pour les Molex, c'est évidemment, avant ces présidentielles, leur rendez-vous jeudi au Prud'homme, un rendez-vous 3 ans après leur licenciement, un rendez-vous pour retrouver un peu de dignité.
Merci beaucoup Fabrice Cunet. On vous retrouve demain pour notre série Route de campagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Je vous souhaite une belle soirée et à demain avec plaisir. Jean-Pierre Raffarin est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. On se retrouve à 19 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est en tête du premier tour selon les ou des sondages, mais sans réserve de voix apparemment pour le second face à François Hollande. Mais le président candidat, vous allez nous le confirmer, veut croire qu'une autre campagne démarrera au soir du premier tour. Vous nous direz donc si c'est votre avis. Et pour vous interroger, dans un instant, Frédéric Dumoulin de l'agence France-Presse sera là, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. D'abord, Jean-Pierre Raffarin, vous estimiez tout à fait récemment, il y a quelques semaines, que Nicolas Sarkozy avait un peu plus d'une chance sur 3 d'être réélu. Quel est votre pronostic aujourd'hui? Bonsoir Michel Grossior. Écoutez, je pense qu'on est à une chance sur 2 aujourd'hui. Je pense que ce sera très serré et comme tout scrutin serré, les choses sont assez aléatoires. C'est une performance exceptionnelle en 6 semaines de campagne que Nicolas Sarkozy a rétabli en fait une situation dans laquelle il était au début de l'année plutôt en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective où tout le monde reconnaît que la probabilité que ce soit très serré est assez forte, et qui dit très serré dit aléatoire, parce que personne ne peut dire si on a 50 plus epsilon, 50 plus quelque chose, de quel côté le hasard ou les circonstances vont aller. Bien. En tous les cas, il se présente comme le candidat anti-système. Vous ne voudrez pas ça un peu gonflé après 5 ans passés à l'Élysée? Mais c'est un peu l'astuce personnelle de Nicolas Sarkozy, d'avoir ce sentiment d'être très très libre en campagne et d'être quelqu'un qui a trouvé lui-même, à l'intérieur de lui-même, des libertés nouvelles pour sortir de ce personnage qui était un personnage pris par la fonction présidentielle, par la crise, et au fond il a trouvé des libertés nouvelles, il a trouvé des attitudes, il a trouvé un ton qui est un ton au fond assez différent du président, avec un candidat beaucoup plus libre. Alors c'est vrai que le paradoxe, c'est que finalement c'est le candidat sortant celui qui propose, c'est-à-dire qu'il est le candidat du changement, et finalement que M. Hollande, par cette campagne qui n'en est pas une, finit par être comme le conservateur de cette campagne. Et au fond, d'un côté il y a le mouvement, de l'autre côté il y a un peu